Ça. Bon, déjà, merci de me recevoir. Merci à tout le monde. Donc, hop, je vais prendre la main et ça marche. Voilà. Bon, je commence par l'Anitech. Donc, moi, je suis Arnaud Brouquier, j'ai 38 ans. Je dirige donc Delta Certec sur Marseille et sur Avignon depuis 13 ans. Et donc, parallèlement, j'ai la chance de co-présider avec Philippe Blin, qui doit être dans l'assemblée virtuelle. J'ai la chance de co-présider l'Anitech, qui est donc le syndicat national professionnel des intégrateurs, installateurs, on va dire dans tout le domaine des courants faibles. Donc, c'est issu de la fusion de SVDI, qui était plus axé sûreté sécurité, et de S2ICF, qui était plus axé, on va dire, courant faible, domotique et gestion technique. Voilà. Donc, l'Anitech, aujourd'hui, c'est la première organisation professionnelle française. On va dire que dans l'écosystème de la SBA, la SBA représente l'ensemble de l'écosystème du Smart Building. Mais nous, l'Anitech, avec la FFIE, bien évidemment, on représente les techniciens du terrain, j'aime bien dire ça, et voilà, les faiseurs. Voilà, donc, je passe à la slide suivante. Tac. Ah, je te laisse reprendre, François Xavier, parce que j'ai l'impression que ça bug un peu. Voilà. Et tac, je vais essayer de remettre en plein écran. Je n'ai pas la petite. Hop. Si tu peux m'aider, François Xavier, parce que j'ai pas le petit en bas là, j'ai pas la possibilité d'afficher en. Arrête de toucher ta souris, je te remets en plein écran. C'est un tic. On n'y arrive pas. Voilà, donc les actions en cours de l'Anitech. Donc, on est en train, justement, donc c'est ce que je vais développer, on est en train de parler de travailler sur un guide de l'opérateur local de services numériques. Donc, qui c'est cet opérateur local? C'est celui qui va administrer tous les flux numériques qui ont été évoqués précédemment. On a travaillé également donc sur un label avec le CNPP, qu'on appelle autour du RGPD, pour que justement l'enjeu de tout ça, finalement, on le disait, un cadre numérique de confiance, c'est OK, tous ces systèmes qu'on va déployer ou que l'on déploie déjà vont générer de la donnée, mais comment cette donnée, on la sécurise, à qui elle appartient aussi, est-ce que c'est au client final, est-ce que c'est à cet opérateur qui l'administre. Donc tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on travaille. Voilà. Après, tout un tas d'offres de services, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais on anime pas mal, en ce moment, forcément pas mal de webinaires, de cafés virtuels. Donc, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et on travaille en étroite collaboration au quotidien avec la FFIE, bien évidemment. Voilà, donc vous voyez le petit livre blanc que nous avons sorti sur le RGPD, et derrière, on a ce label qui est en place avec le CNPP. Voilà, on peut enchaîner. Je te laisse enchaîner avec François-Xavier, parce qu'apparemment, j'ai plus la main. S'il te plaît. Voilà. Alors, par rapport à l'Anitech, la vision que l'Anitech a sur l'opérateur local de services numériques, on rajoute bien le terme local pour cette notion de confiance dont on parlait. Pour nous, aujourd'hui, on revient à des schémas avec beaucoup plus de proximité entre les clients finaux et l'ensemble des prestataires. Parce que il faut de la réactivité, parce que bien évidemment, on peut superviser tout un tas de choses à distance, c'est clair, mais malgré tout, quand ça ne marche pas, il faut prendre la caisse à outils et aller sur place. Voilà, donc nous, l'approche qu'on a au niveau d'Anitech, de l'opérateur local de services numériques, c'est des fonctionnalités, on retrouve ce qu'on vient de dire, donc ce sont des nouvelles fonctionnalités des services, non pas pour dire on va vous en mettre des tartines, mais l'idée, c'est d'apporter des fonctionnalités utiles
qui répondent vraiment à des besoins, à des usages des utilisateurs finaux. Donc là, on est dans le cadre du résidentiel, donc c'est vraiment les futurs résidents d'un côté, mais aussi les exploitants, donc le gestionnaire de copropriété, le syndic de copro. Voilà, donc l'idée, c'est d'apporter des services vraiment utiles à ces gens-là, le client final, l'utilisateur, mais aussi le gestionnaire. Donc, nous, l'idée, c'est de se dire, on se positionne finalement de la conception jusqu'à l'exploitation. On conçoit, c'est-à-dire qu'on participe avec l'aide, bien évidemment, de bureaux d'études à concevoir le projet dès le départ. Ça, c'est souvent le problème qu'on a rencontré ces dernières années, c'est qu'on arrive trop tard dans la chaîne. Et malheureusement, quand c'est trop tard, on peut plus, c'est difficile après de rectifier. Donc, on est là dès le départ. Ensuite, on est là sur la partie de déploiement. On est là sur la partie, et ça c'est très important, à la livraison du bâtiment, parce qu'on vient accompagner le promoteur ou le bailleur social. On vient surtout faire le lien avec les gens qui vont prendre leur logement. Et on les forme, on leur explique, on fait en sorte d'avoir un Internet technique qui fonctionne avant même que ces gens-là aient eu une box Internet dans leur logement. Et derrière, ensuite, on vient exploiter, faire en sorte que tous les systèmes numériques qui ont été déployés dans le bâtiment continuent de vivre, d'exister. Et pour ça, il faut on va dire, des sortes d'administrateurs réseau, mais dédiés vraiment au bâtiment. Voilà. Et l'idée, c'est par la mutualisation, on en parlait tout à l'heure, de l'infrastructure numérique smart, l'idée, c'est de faire passer un maximum de services sur une seule infrastructure. Donc, l'idée, c'est de mutualiser tout ça. Donc, on va rationaliser les coûts. Et nous, au niveau de l'Anitech, l'approche qu'on a, c'est de dire, en fait, on est prêt, nous, finalement, à s'engager pour 3 ans, même 5 ans, faire en sorte que une sorte d'engagement sur le résultat, en fait, du bon fonctionnement de ces services-là. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, Delta Certec, alors un peu plus. Donc l'idée Delta Certec, en 2 mots, on est 42 personnes. On existe depuis 42 ans et on fait grosso modo 4,2 millions de chiffre d'affaires. Comme ça, c'est facile. Chaque année, il faut que j'augmente de 0,1. En gros, on a 4 briques de valeur. Donc nous, vraiment, on est spécialiste dans le domaine alors ce qu'on appelait jadis les courants faibles, mais du coup, moi, le terme faible, il ne me plaît pas. Donc, on se définit aujourd'hui comme vraiment des multispécialistes des smart technologies. Donc, le terme est un peu mieux. Et dans ces briques de valeur, on en a 4. Donc, notre brique historique, c'est tout ce qui est câblage et équipement numérique de bâtiments. Donc, on déploie des réseaux informatiques, des bornes Wi-Fi, de l'interphonie, de la télévision terrestre et satellite, de la gestion technique de bâtiments, bien évidemment, et de plus en plus de petits capteurs IoT. Et j'y viendrai tout à l'heure parce qu'on arrive finalement à avoir des coûts très, très intéressants. Après, on a une brique sûreté-sécurité sur laquelle on est en train de pousser, donc vidéoprotection, contrôle d'accès, intrusion, détection incendie. On est en train de passer notre certification APSAD, donc R81, R82, D83. Voilà, on a de plus en plus de sujets et finalement, cette brique-là se développe de plus en plus dans le résidentiel également. On a une brique digitalisation des espaces, donc tout ce qui est écran d'affichage, équipement de salle de réunion, et une brique télécom d'entreprise. Donc, on peut se dire, tiens, alors, c'est des autocoms, on a installé depuis des années des autocoms téléphoniques. Et en fait, depuis 4 ans, on a créé notre filiale Delta Telecom, qui est opérateur Internet et téléphonique pour les professionnels. Et en fait, cette brique-là, le fait qu'on soit désormais opérateur télécom, ça vient vraiment compléter nos 3 autres briques. Voilà. Donc, les exemples sur lesquels on va passer, donc l'idée, c'est que je vous présente, si vous voulez, la démarche que l'on entreprend, nous, depuis 2-3 ans. En fait, on est déjà avec cette casquette d'opérateur local de services numériques. Et alors, certes, il y a 7 familles de services qui ont été évoquées tout à l'heure, avec 42 services en tout. Et moi, le message que je veux faire passer ce soir, c'est de dire, finalement, on peut démarrer tout petit. On peut endosser une casquette
autour du label R2S, voire l'opérateur local des services numériques, mais avec des petits projets. Donc là, je vais vous citer 3 exemples. Je vais vous présenter, mais rapidement, sans rentrer forcément dans les détails techniques, mais 3 exemples donc DeltaCertec, sur lesquels DeltaCertec a travaillé. Un qui a été réalisé. Le deuxième, c'est un projet, pour l'instant, c'est en phase d'étude. Le client, en toute honnêteté, souhaite revoir son budget à la baisse. Bon, c'était des logements plutôt haut de gamme. Et le troisième, c'est un projet, d'ailleurs, que certains dans l'Assemblée connaissent. C'est un projet de résidence-service connecté sur laquelle on va essayer d'apporter une offre un peu différenciante ça se passe sur Nice. Voilà. Donc, on peut y aller sur le premier projet. Donc là, je vous explique le contexte. On est sur une résidence sur Avignon. Le besoin du client, donc c'est un bailleur social qui souhaite sécuriser l'ensemble de sa résidence. Donc, vous avez vu, c'est du multi-bâtiment. Donc là, clairement, on a travaillé sur le projet en amont avec lui. On a essayé de monter, de concevoir le projet de manière la plus efficace possible. Derrière, on a fait les travaux de déploiement. Donc, on a sécurisé le site par des caméras de vidéoprotection. On a liaisonné les bâtiments tous par des ponts radio hertziens sécurisés. Et donc, on a ramené le câblage. Donc, on a fait aussi du câblage VDI. On a centralisé l'ensemble dans un bâtiment un peu clé. Et derrière, tu peux peut-être appuyer, François-Xavier, au fur et à mesure, ça va faire joli. Voilà, donc on voit les caméras. Donc, en gros, on avait une bonne 60aine de caméras. On a réalisé des ponts radio hertziens sécurisés. Donc, ça, c'est la partie, c'est notre casquette un peu télécom. Derrière, on a fait donc du câblage. Tu peux rappuyer encore un peu. On a fait donc du câblage. Et avec notre casquette, une autre casquette Delta Telecom, on a apporté un lien fibre. Donc, c'est ce fameux lien fibre, finalement, qu'on peut appeler un lien Internet technique, que l'on a apporté sur un seul des bâtiments. Et finalement, on permet aux clients de visualiser l'ensemble de ces 64 caméras en temps réel. Alors, ils n'ont pas une organisation où ils n'ont pas quelqu'un derrière l'écran toute la journée. Ce n'est pas leur objectif. L'objectif, c'est que dès qu'il y a du vandalisme, ils veulent pouvoir récupérer les images et traiter ça rapidement. Donc voilà, l'idée, c'est que le client a un accès, mais nous, on a proposé au client de l'accompagner sur la vie de cet équipement. Et en fait, on est opérateur local de services numériques pour lui. C'est-à-dire qu'on a la supervision de l'ensemble de ces équipements, à la fois les caméras, mais aussi à la fois les ponts radio. Et on prend le pouls en permanence de ces équipements pour faire en sorte qu'ils fonctionnent en continu. Voilà, donc un contrat finalement où nous, en tant qu'entreprise, on a conçu le projet, on l'a déployé et on le maintient et on l'administre aujourd'hui. Voilà, donc c'est un petit exemple. C'est pas, il y a juste finalement un service, une notion de sécurité. Mais là, on est en train, sachez-le, de travailler avec ce client pour lui dire, bon, ben voilà, maintenant que tes bâtiments sont liaisonnés, maintenant que tu as un accès, un Internet technique, nous, ce qu'on te propose, c'est de rajouter, un peu de gestion technique de bâtiment par des petits capteurs IoT pour, par exemple, détecter, savoir si la porte d'entrée de l'immeuble elle est ouverte ou si elle est fermée, pour savoir si le skydome il est ouvert et si jamais il y a un orage qui arrive, donner une information en temps réel pour dire attention, j'ai les skydomes ouverts et j'ai un orage qui va débouler dans 2 heures. C'est par exemple contrôler la chaudière, c'est vérifier qu'il n'y a pas d'inondation dans les caves, c'est voilà, tout un tas de petits capteurs qu'on peut rajouter. Et finalement, on a déjà un lien Internet, donc autant faire passer, pareil pour de l'interphonie IP, ça ne sert à rien de rajouter des cartes. Là, on a un lien, donc l'idée, c'est qu'on mutualise, qu'on utilise ce lien pour faire passer plus de services. Voilà, on peut passer au deuxième exemple. Donc là, on retrouve un petit peu une approche du schéma qu'on a vu tout à l'heure.
Mais là, l'idée, c'était de dire au client, donc là, c'est un client promoteur immobilier. Donc tout à l'heure, c'était le précédent projet, c'est un bailleur social. Là, on est sur un promoteur immobilier qui voulait apporter dans sa résidence de standing tout un tas de services à l'intérieur du logement. Donc, un peu de domotique, un peu de capteurs, et également dans toutes les parties communes. Voilà, donc là, l'idée, c'était qu'on a proposé un réseau, alors un bus qu'on a appelé le bus numérique du Smart Building, donc sur lequel on venait vraiment récupérer toutes les infos techniques. Et on avait en parallèle aussi un réseau IP pour faire fonctionner tous les systèmes IP. On lui a proposé une boîte aux lettres, une boîte à colis connectée, vidéo portier, alors un système de contrôle d'accès en plus du système Vigic, parce qu'il y avait l'accès à une salle de sport partagée, l'accès à la piscine, voilà. Donc, bon. Et en fait, sur ce projet-là, ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que sur la partie qui est en jaune, c'est qu'en fait, on utilisait le réseau coaxial, le réseau de télévision, pour faire passer tous ces services-là. Donc, c'est vrai qu'on pense toujours qu'il faut un câble absolument IP, RJ45, mais en fait, on peut faire de l'IP grâce à du câble coaxial. Donc, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé forcément de réinventer à chaque fois la messe. C'est qu'on peut vraiment réutiliser, je pense à des projets existants, on peut vraiment réutiliser les réseaux qui sont en place. Donc, c'est pour ça qu'on insiste, aussi bien la SBA que la NITEC, d'être vraiment en amont des projets. On se pose, on réfléchit, on voit ce qui est utilisable ou pas, et on adapte pour proposer des services utiles. Voilà, donc juste sur ce projet, donc ce n'est pas un projet qui a abouti pour l'instant, pour des raisons financières, donc on est en train de retravailler tout ça. Dernier exemple, donc ça va en faire sourire un ou deux dans l'assemblée. Mais là, c'est donc la demande du client, c'est d'apporter un peu une offre triple play pour l'habitat. Donc, c'est une résidence-service avec pas mal de logements, donc plusieurs bâtiments. Et, pardon, quelqu'un me posait une question. Et du coup, en fait, là, c'est pareil, on a essayé de… Quelqu'un qui veut parler peut-être, une question, je ne sais pas, soit Xavier en tant qu'administrateur, ou je continue. Tu peux continuer, Arnaud. Merci. Donc là, on a un cas où finalement, on va faire toute une infrastructure numérique ouverte. Alors, j'insiste sur le côté ouvert, bien évidemment, comme ça a été cité précédemment. L'idée, c'est que, donc là, on va en l'occurrence encore une fois utiliser le coax et la technologie DOCSIS. Désolé pour la mise en page, ça a un petit peu bougé, mais vous comprenez le principe. Et donc là, du coup, en fait, on va nous-mêmes, en tant qu'opérateur local de services numériques, on va apporter un Internet technique. C'est pour ça qu'il y a le petit logo en bas de Delta Telecom. Donc, en l'occurrence, de la fibre dédiée au débit. Voilà. Mais c'est vrai qu'une fibre dédiée au débit, très cher, mais mutualisée et divisée par X logements, finalement, ça revient à pas grand-chose. Voilà. Donc, sur cette, on va dire, grâce à cet Internet technique, on va pouvoir finalement gérer tous les services communs, donc tout ce qui est interphonie IP, vidéoprotection, gestion technique de bâtiments. Ensuite, on va faire du couplage, on va utiliser le réseau coaxial de distribution pour la télévision, donc la distribution classique, pour faire passer justement plein d'autres services. Donc, je reviens sur l'interphonie, mais elle va pouvoir circuler via le coax, de la domotique également, et on va pouvoir véritablement proposer une offre triple play, puisque c'est ce qui est demandé, mais un peu une offre à tiroir pour chaque logement, donc avec de la télévision, forcément, ça c'est natif. L'Internet, il y aura un Internet technique jusqu'à 8 mégas dans le logement, mais cet Internet, il pourra, après, ça sera au promoteur de choisir s'il souhaite le mettre, ou au bailleur, ou au syndic, s'il souhaite le mettre à disposition et s'il souhaite le monnayer derrière. Et derrière, on mettra en option aussi
de la téléphonie IP, donc avec un modem spécifique, parce que le problème de tout ça, c'est qu'il va falloir, par rapport à la téléphonie, il faut parvenir à facturer vraiment au logement. L'Internet peut être mutualisé, ça, c'est pas un souci. La télévision est mutualisée, mais c'est vrai que pour la partie téléphonie, il faut être capable, via le système de licence, hein, de faire de la facturation précise, parce que d'un logement à l'autre, les choses peuvent vraiment changer en termes de consommation. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail. L'idée que je veux faire passer à travers ce troisième exemple, c'est finalement aussi, là c'est un projet neuf, on peut réfléchir plus largement que juste l'offre triple play qu'on avait l'habitude de voir, puisque là on vient y greffer toute la partie interphonie, vidéoprotection et la partie gestion technique de bâtiment. Et finalement on apporte une valeur ajoutée aux utilisateurs dans les logements, mais aussi finalement au gestionnaire, parce qu'on va lui faire, à l'exploitant, on va lui faire remonter des informations dont il aura besoin pour mieux cadrer, on va dire, sa maintenance. On va lui donner des statistiques, mais c'est pareil, on va pas l'inonder de données, c'est qu'on va vraiment affiner, filtrer ces données-là pour que ça reste pertinent pour lui et qu'il puisse vraiment les exploiter, les utiliser. Voilà. Donc, en résumé, je vais m'arrêter là. Mais voilà, nous, Delta Certec, on a pris ce pas-là depuis quelques temps. On sent bien qu'il y a une demande. Au niveau plus largement de l'Anitech, on est plusieurs intégrateurs en France à travailler vraiment sur ces sujets-là. On pense que vraiment, c'est l'avenir de nos métiers, nous, d'installateurs-intégrateurs. C'est vraiment l'étape d'après, c'est cette casquette d'opérateur local de services numériques. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on y aille par étapes. En tout cas, les clients finaux nous demandent vraiment de leur rendre accessible ce discours un peu technique. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire et vraiment de travailler sur leurs besoins, sur leurs usages. Voilà. Et une fois qu'une infrastructure est en place, finalement, dès qu'il y a cette fameuse infra, avec un Internet, un lien technique, après, derrière, on peut progressivement s'inscrire dans la durée avec le client et lui proposer des petites évolutions de son système à moindre coût. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Arnaud. Une première question, il y a déjà des questions dans le chat, et je vous engage, je vous invite tous à poser vos questions à Arnaud ou à Philippe. Une première question, Arnaud, qui me vient à l'esprit. Est-ce que dans le rôle d'opérateur de service local, tu vois aussi le fait d'assister l'utilisateur final à la prise en main, par exemple? Est-ce que ça, c'est dans ce rôle-là ou c'est encore autre chose? Alors oui, totalement. J'en ai parlé pour la phase, donc quand on fait les projets, quand on va déployer, bien évidemment, cette phase, elle est vitale et c'est le retour aussi que nous avons des clients finaux, c'est que ils ont des systèmes dans les logements, mais finalement, ils ne savent pas les utiliser, ils ne savent pas les... Donc là, nous, dans notre vision, oui, c'est clairement, il y a une assistance à la livraison, mais aussi derrière, durant la vie du bâtiment, quoi. Donc, c'est un peu l'idée. Et peut-être qu'il y a des services qui vont être activés, désactivés en fonction de qui est dans le logement ou pas, quoi. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui administre tout ça. Et j'ai beaucoup apprécié ta vision du progressif, en fait. La définition de R2S, ça veut dire Ready to Service. C'est surtout pas d'essayer de tout faire au départ, en fait. On n'y arrive jamais. On n'arrive qu'à des déceptions. Donc, c'est trouver, et tu l'as montré là dans quelques exemples, quelques services de base. On apporte quelque chose de concret au logement ou aux parties communes. On donne confiance à la copro, bailleur et aux utilisateurs. Et sur cette base-là, grâce à cet opérateur, chaque année, on verra des nouveaux services. Alors, certains peut-être disparaîtront, certains apparaîtront, mais c'est exactement la logique de R2S. Tu as tout à fait raison. Le deuxième point, c'est, on ne l'a pas beaucoup dit avec Philippe, c'est l'aspect agnostique du référentiel, en fait. Dans le label, on ne veut surtout pas parler de protocole ou de type de câblage. Là, tu as parlé de DOCSIS, mais ça peut être du Wi-Fi, ça peut être de l'Ethernet, ça peut être de la fibre, une combinaison de tout ça en général. Voilà, le rôle de la SBA et le rôle de
Veritas, c'est pas de rentrer dans vos métiers en fait, hein. C'est vous qui allez définir les supports, c'est vous qui allez définir les technologies, les protocoles, les solutions, les marques, etc. Nous, on s'arrête au concept en fait, hein. On vient structurer la démarche en amont. Alors peut-être que idéalement, hein, tu sais que j'ai une prédilection pour le métier d'AMO, donc avant même que l'intégrateur soit saisi, idéalement donc, au niveau programme, l'idéal c'est d'avoir un AMO qui accompagne la réflexion du maître d'ouvrage. Et puis après, grâce à ce label, on va structurer la démarche, on va pouvoir consulter les entreprises, on va pouvoir là aussi apporter de la confiance à tous les acteurs, hein, le maître d'ouvrage en premier, hein, parce que il faut bien comprendre que les maîtres d'ouvrage en la matière, ils ont un peu peur. Ils ne savent pas où on va. Ils savent qu'ils doivent y aller parce que c'est une demande et c'est quelque chose qui devient, qui se démocratise. Donc, tous les maîtres d'ouvrage se posent ces questions-là. Maintenant, il faut les rassurer et aussi bien l'AMO que l'intégrateur que l'opérateur vont être ces garants de la continuité, la confiance qu'on peut imaginer. Je vais peut-être, alors je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran là. Vous voyez, on est toujours sur le slide d'Arnaud, c'est ça? Juste un petit mot sur ces métiers en fait, hein. Donc, dans le cadre de référence, on a écrit ces métiers en fait, hein. On a défini un peu les compétences et les métiers qu'on attend. Donc, en première ligne, en tout cas le plus tôt possible là aussi, hein, mais là, idéalement en phase programmation, un AMO. Donc, ça peut être un AMO au niveau de l'aménageur, un AMO au niveau de la métropole, ça peut être des AMO au niveau d'un quartier, voire évidemment d'un promoteur, d'un bailleur, etc. On amène de la confiance et grâce notamment à ce catalogue de services, on va très vite à l'essentiel. C'est quoi la première phase du projet et qu'est-ce qu'on livre? Après, c'est qui va le déployer? Donc, l'intégrateur qui va faire la conception technique du projet. Et là, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose d'important, c'est le petit logo intégrateur Smart Home de confiance là, que vous voyez à droite. Et puis, l'opérateur, alors on n'a pas tout à fait le même terme, Arnaud, mais peu importe, hein. On l'a appelé opérateur de service smart. Tu as rajouté le mot local, tout à fait d'accord. C'est vraiment un opérateur de contact, de présence. Il est aux côtés de la copro, il est aux côtés du bailleur, il est aux côtés des utilisateurs, il est là en support, il est là en permanence. Ce que je vous propose, je vais regarder en même temps les questions. Oui, Philippe? Est-ce que, Philippe, tu peux parler juste de budget? Parce que je sais que la question va venir. Juste au moins l'enveloppe ou la fourchette budgétaire d'un projet R2S au niveau de Veritas. Aujourd'hui, l'enveloppe budgétaire, elle est dimensionnée en fonction de la nature de l'opération, c'est-à-dire en fonction du nombre de logements et en fonction du nombre de services qui seront attribués au niveau des parties communes et des parties privatives, euh, avec un forfait de base de 5 services pour les parties privatives et un forfait de base de 5 services pour les parties collectives. On peut considérer que sur un projet jusqu'une cinquantaine de logements, hein, je donne une fourchette de 50 logements, euh, le- le- une intervention qui va être de la phase programme jusqu'à la phase réception, on peut considérer une enveloppe qui est comprise entre 7 et 10 000 en fonction de l'installation, de la complexité de l'installation aussi. C'est le budget à prévoir, sachant que dans ce label, la part de temps à passer est importante pour la phase essai, puisque sur l'ensemble des logements, on réalisera un échantillonnage de 25% des logements réalisés pour être certain que la performance et les services sont attribués. Donc, c'est cette phase essai qui est surtout onéreuse. Tu peux peut-être répondre également à la question de Paul, hein. Il l'a fait dans le chat, mais je pense que la réponse intéresse tout le monde.
au niveau de l'outil d'auto-évaluation qu'on trouve sur le site de Bureau Veritas. Oui, j'ai répondu dans le fil de la conversation. Effectivement, il existe un questionnaire qui est mis à disposition des maîtres d'ouvrage ou de toute autre personne pour valider qu'à minima, les prérequis qui sont nécessaires pour l'infrastructure smart sont validés. Donc, il s'agit de 25 questions posées dans des termes simples en rappelant est-ce que telle ou telle chose a été prise en compte. Parce qu'il est important de ne pas faire un faux départ en pensant qu'on va être R2S parce qu'on a mis un petit peu d'IoT dans le bâtiment, alors qu'en fin de compte, il y a quand même le concept même de l'infrastructure qui est à respecter. Hein, c'est pas parce qu'on fait un petit peu de numérique qu'on est nécessairement dans le concept R2S. J'ai une question pour Arnaud. C'est Maxime, je salue Maxime au passage, qui demande quel est l'interlocuteur de l'opérateur de service. Ouais. En fait, pour nous, on a deux niveaux d'interlocuteurs. Si on se positionne vraiment à la partie exploitation du projet, c'est plus soit le bailleur social, soit le syndic de copropriété, en fonction de savoir si c'est une résidence, un habitat social ou un immeuble de primo, accédant ou propriétaire classique. Et derrière, on aura aussi les utilisateurs finaux pourront, avec bien sûr certains degrés et certains droits, prendre contact directement avec l'opérateur local de services numériques. Parce que sinon, l'idée, c'est vraiment d'apporter du service en plus sur tiens, j'ai un problème de fonctionnement de ma domotique, j'ai ma box qui ne marche pas, est-ce que vous pouvez. Et là, par exemple, on pourra basculer sur l'Internet technique et dire bah, tiens, oui, monsieur le client, pendant une semaine, le temps que votre box perso soit réparée, on vous alloue tant de bandes passantes sur l'Internet technique. Voilà, des choses qu'on pourra faire. Donc, à la fois le gestionnaire de l'immeuble, l'exploitant, et l'utilisateur final. Merci Arnaud. Une question sur la notion d'appel d'offres, notamment au marché public. J'aurais tendance à dire que le R2S a du pain béni pour monter un CCTP en fait. C'est-à-dire que la problématique de beaucoup de bureaux d'études aujourd'hui, c'est qu'ils doivent passer du temps, énormément de temps, déjà à comprendre le besoin du maître d'ouvrage, qui n'est jamais très facile à exprimer dans ces nouveaux domaines. Et souvent, ça part dans tous les sens. Et puis après, le décliner techniquement, surtout avec cette logique de convergence, notamment avec probablement la possibilité d'avoir un nouveau lot. Hein. Nous, on pousse le fait éventuellement, quand c'est possible, et en marché public, on peut le définir comme ça, un nouveau lot. À une époque, on parlait de lot GTB, on pourrait tout à fait imaginer un lot Smart Building qui va venir assurer la convergence de tous ces équipements, de toutes les données que Philippe décrivait tout à l'heure, être certain, par exemple, que l'utilisateur final n'aura qu'une seule application pour gérer des scénarios, pour gérer du multi-usage, parce qu'il y a une vraie convergence sur la colonne que Arnaud a pu démontrer, que ce soit en coax ou en Ethernet, pour que globalement, on ait une réelle satisfaction et un usage extrêmement simple de l'installation. Donc ça, le fait de dire, cette opération, elle sera labellisée R2S, par exemple, 2 étoiles ou 3 étoiles, avec 5 services au logement que sont, et on les décrit, 5 services aux parties communes et on les décrit. Éventuellement, puisque la question porte sur la qualification, le prestataire, il sera Qualifelec, bâtiment connecté, ou il sera prestataire de confiance AFNOR. Ben voilà, ça vous permet de cadrer un projet sans tomber dans le moins-disant, en fait. Hein. Le gros risque des appels d'offres au marché public, c'est souvent cette notion de moins-disant. Là, en parlant de label, en parlant de qualification, eh ben, on exclut en grande partie de cet appel d'offres des gens qui n'auraient pas du tout les compétences. Hein. Comme ça devient à la mode, il y a de plus en plus d'entreprises qui disent ouais, on est expert en smart building, mais qui ne connaissent pas le début du commencement du smart building. Donc, voilà, le but de la SBA, c'était aussi d'assainir ces appels d'offres, d'être capable de comparer un appel d'offres. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à comparer ce qu'on appelle un RAO hein, de 10, des fois 20 réponses. Quand vous êtes sur une approche
GTB, une approche domotique, une approche floue, parce qu'il faut bien le dire, les cahiers des charges sont souvent très flous en la matière, vous êtes dans l'incapacité de comparer les offres, en fait. Le fait de passer dans une démarche R2S permet de structurer énormément les réponses et donc de comparer beaucoup plus facilement différents types d'entreprises ou de budgets. Paul? Oui, j'avais une question pour rebondir à ce que tu dis. Ça veut dire qu'il faut labelliser l'opération ou sans labellisation pour passer dans les cahiers des charges Alors, pour les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études peuvent s'appuyer sur effectivement le référentiel, voire le cadre de référence de la SBA. C'est public, c'est open source, c'est quelque chose qui peut aider et faire gagner beaucoup de temps aux bureaux d'études. Mais bon, je suis sûr que Philippe ne va pas me contredire. La vraie garantie, elle passe par le label. C'est-à-dire que le bureau d'études, il va récupérer quelques informations du cadre de référence, mais souvent, tu connais le fait de la peau de chagrin. C'est-à-dire on a beaucoup d'ambition au départ et le projet à la fin, il est très limité parce que à chaque étape, on voit tout est détricoté et puis au final, on n'a pas grand-chose. La démarche du label, elle permet de vérifier que ce qu'on avait écrit au départ, à toutes les étapes du projet, est bien respecté et surtout est bien livré, est bien expliqué aux utilisateurs finaux. Et ça, pour moi, c'est la différence entre le simple cadre de référence et le label. Et c'est pour ça que la SBA est allée chercher, comme on l'a fait dans le tertiaire avec Certivea, est allée chercher le Bureau Veritas pour vraiment avoir une garantie, en fait. Bien sûr, avec des coûts maîtrisés, d'après ce qu'il nous a expliqué Philippe. Voilà. Absolument. Si on a un petit peu un juge de paix, un tiers de confiance qui vérifie à toutes les étapes, non seulement on reste aligné avec le cahier des charges initial, mais on reste aligné aussi sur les budgets. En tout cas, on a plus de chances de rester aligné que dans un projet classique. Oui, je compléterai en disant que les maîtres d'ouvrage aujourd'hui, que l'on soit en maître d'ouvrage privé ou en habitat social, ne pas oublier que chaque résident est un client et que c'est un client qui est exigeant. Donc, lorsque l'on fait des promesses d'un certain nombre de services à la construction ou à la vente d'un logement et que si ces promesses ne sont pas là, on sait que 9 fois sur 10, ça se termine par un litige qui n'est pas en faveur de celui qui a mis le logement en vente ou pas. Donc, ce tiers de confiance est vraiment nécessaire dans ces accompagnements de sauts technologiques et de nouvelles mœurs parce que le consommateur attend ça. C'est vraiment un gage de garantie. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise qui euh, ou un maître d'ouvrage qui n'irait pas vers le label R2S et n'est pas fait systématiquement une arnaque. Il ne faut pas le prendre non plus dans ce sens-là. Mais néanmoins, tu l'as rappelé François-Xavier, une dérive est très vite arrivée sur un ouvrage parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux d'information, on n'a pas les mêmes niveaux de compétences et à un moment donné, c'est là où effectivement la dérive va se trouver introduite. Dans 10 ans, on se dira peut-être que d'un point de vue consommateur, je souhaiterais un petit peu moins, mais je ne peux qu'espérer que le label dure beaucoup plus longtemps. Mais on pourrait se dire, le label aujourd'hui ne sert plus à rien parce que le saut technologique, l'accompagnement est totalement fini et réalisé. Et les entreprises qui sont compétentes, qui ont maintenant fait preuve d'expérience, peuvent naviguer toutes seules. Ça, c'est l'intérêt du label, c'est qu'il devra être évolutif et s'adapter en fonction des nouveaux risques qui pourront se présenter, peut-être avec les nouveaux usages et nouvelles technologies. Merci Philippe. Je vois Gauthier qui a ouvert son micro. Je ne sais pas si c'est pour une question. Non, je crois que c'est un problème de Zoom qui décide de m'ouvrir mon micro tout seul quand il y a un bruit de fond. En tout cas, bonjour Gauthier. Je suis en voiture, bonjour. Désolé, je crois que c'est arrivé. Pas de souci. Avant de conclure, parce qu'il est 19h, je veux juste vous montrer un dernier slide concernant un petit peu les ressources que vous pouvez récupérer. On avait une version pilote du référentiel. Donc 15 jours, vous trouverez sur le site de la SBA la version définitive en version 1. Alors je dis définitive parce que c'est celle qui va faire foi pendant quelques mois là. On le voit dans le tertiaire, on est déjà passé, là on travaille sur la version 2, donc on peut imaginer dans quelques années passer à la version 2 de R2S, mais voilà, pour l'instant, on va travailler sur la version 1 du R2S résidentiel que vous pouvez trouver sur le site de la SBA
avec tout un ensemble de ressources, hein, de détails. On n'a pas pu, comme l'a dit Philippe, rentrer dans tous les détails, notamment, on vous a pas montré tous les services, et tout ça, c'est disponible. Alors pour ceux qui sont dans la commission, vous avez déjà toutes ces infos, et pour les autres, vous le trouverez sur le site de la SBA. Deuxième point, c'est des ressources je dirais pédagogiques, hein. Différents webinaires sont disponibles là aussi sur le site de la SBA. On a fait une estivale en septembre. Il y a un article sur le site de Bureau Veritas. Et puis, on a fait plusieurs événements en janvier. Et puis, hier encore, vous aviez un webinaire en Occitanie sur le sujet. Tout ça, vous allez le trouver sur le site de la SBA. Et puis, donc, en plus de ce Tour de France, cette fameuse convention, hein, donc j'espère qu'on pourra se retrouver, puisque vous serez presque locaux, hein, à la Grande Motte mi-juin. Et puis, si vous le souhaitez, c'est nouveau à la SBA, on a lancé la SBA Academy, et c'est un message pour Arnaud, hein, c'est des choses qu'on pourrait co-développer aussi au niveau de l'Anitech, pour justement sensibiliser déjà tous les acteurs, hein, nos membres, mais aussi au-delà de nos membres, hein, sensibiliser les clients ou les prospects de nos membres sur des modules. Là, c'est une journée en général, hein, et on sensibilise, on évangélise sur des notions très, très basiques, mais qui souvent manquent sur les opérations parce que notamment les maîtres d'ouvrage n'ont pas forcément cette culture aujourd'hui. Voilà, je peux déjà remercier tous les intervenants. Merci beaucoup à Arnaud pour son témoignage. Et puis, le mot de la fin pour Paul. Voilà, merci beaucoup, Paul, pour l'organisation et pour ce que tu fais au niveau de la région. C'est à moi, à nous, de vous remercier d'avoir fait étape en PACA et Corse. Pour la qualité aussi des interventions. Donc, je remercie Philippe et Arnaud, et bien sûr toi, François-Xavier. Et puis, je pense qu'on a démystifié, parce qu'on avait des questions autour de moi aussi sur le R2S résidentiel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je pense qu'on a une première idée assez claire. En tout cas, pour ma part, je le perçois comme ça. Et puis, ma foi, maintenant, il est lancé, le label. On va le suivre, hein, et le voir faire des bébés. Et puis surtout, le récolter et peut-être avoir d'autres manifestations avec des retours d'expérience, des présentations quand il va avancer et faire sa vie. Voilà. J'espère. Et puis, je remercie tout le monde d'avoir participé, répondu donc présent à notre appel. Puis je vous dis à une prochaine fois. Merci à tous. Merci beaucoup, Paul. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci, Paul. À bientôt. Merci Arnaud. Bonne soirée. Merci, au revoir.